Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la vidéo de l'œil du recruteur. Aujourd'hui, on va parler des Applicant Tracking Systems, des systèmes de gestion de candidature en français. Alors, je te dis toutes mes félicitations d'abord d'être ici puis d'avoir eu le courage d'affronter la réalité. Je dis ça parce que notre ego est naturellement affecté lorsqu'on se fait rejeter par un être humain. Il est tout à fait normal de vouloir s'accaparer le narratif comme quoi les machines nous auraient triés, mais il est important pour moi de rectifier les faits et de te révéler aujourd'hui que ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors, on va parler de 3 thématiques principales qui sont les questions de préqualification, qui sont sans doute ce qui peut s'apparenter de plus près à un tri automatique, entre guillemets. Ensuite, on va parler des recherches par mots-clés, même si je ne pourrais pas couvrir l'entièreté du sujet des mots-clés parce que je vais y dédier beaucoup de vidéos. Abonne-toi à la chaîne. Je vais aussi traiter du sujet des scores de parsing, qui sont le 3e grand élément qu'on peut confondre avec un tri automatique, mais qui est vraiment pas le cas parce qu'on ne lui attribue pas une si grande importance dans le milieu du recrutement. Alors, débutons avec les questions de préqualification. Un bon exemple serait, par exemple, l'échelle salariale que tu désires. Donc, quelles sont vos attentes salariales? Et puis là, tu inscris le range dans lequel tu souhaites te retrouver. Et il faut comprendre que ça non plus, ce ne sera pas un rejet d'emblée, même si tu te trompais, parce que ça va juste affecter, dans le fond, l'ordre d'apparition ou peut-être les recherches non pas par mots-clés, mais par champ. Donc, si la personne inscrit tel range, sors-moi ceux-là d'abord, mais ce sera un mauvais travail de recrutement que de ne se fier qu'à ça et de ne pas ouvrir les autres CV. Donc, on sait très bien qu'un candidat peut être négociable. C'est probablement même ton cas aussi où tu n'as pas encore une idée définitive du salaire voulu. Et ça, les recruteurs le savent très bien. Alors, même chose pour ce qui serait d'une formation qui est une question dissimulée de préqualification, en ce sens où ils vont te demander la dernière formation obtenue. Et encore une fois, ça va être dans le cadre d'une recherche, qui va être notre 2e grande catégorie du jour, je n'y suis pas encore, ou lorsqu'il effectue une recherche pour justement orienter son tri de CV pour débuter avec ce qui est le plus important pour lui. Et s'il décide qu'effectivement la formation c'est prioritaire, c'est numéro 1, bien, il va commencer son tri avec ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les recrutements, que c'est prioritaire pour ce poste-là. Il peut très bien y avoir d'autres éléments qu'il va vouloir rechercher en priorité. Même chose pour la question sur Excel. C'est sûr que ça nous donne un indice que c'est important dans ce recrutement-là, mais ça ne veut pas dire que c'est tout. Alors, si tu inscrivais un niveau faible en Excel à la question de préqualification qui t'interroge sur le sujet, et que tu mettais, par exemple, 0 à 2 ou très faible connaissance, il y a d'autres éléments dans ton parcours qui peuvent compenser pour une faible connaissance d'Excel, à moins que là, vraiment, le gestionnaire d'embauche, qui est le client du recruteur, lui ait dit « Non, ça c'est réellement la chose avec laquelle on commence, puis je veux rien savoir des autres. » OK, là, c'est vrai qu'il va y avoir à quelque part un tri automatique qui va être effectué parce que ton CV ne sera jamais ouvert. Alors, c'est ça qu'on entend quand on veut dire qu'il y a un tri qui est fait dans les TS de façon plus automatique. Ensuite, pour ce qui est des recherches par mots-clés, un bon recruteur va toujours débuter par le profil idéal à quelque part. Donc, il va lui connaître exactement ce que son client priorise et il va débuter avec un assemblage de mots qui sont 3, 4, 5 mots-clés avec ce qu'on appelle une recherche booléenne. C'est un beau mot pour dire avec des guillemets, puis des termes and, puis des termes or. Donc, trouve-moi ce mot-là ou ce mot-là dans son système. Et ensuite, il va aller voir les CV qui comportent peut-être pas ces 4-5 mots-là, mais aller voir ceux qui en comportent 3, ceux qui en comportent 2, au final ceux qui en comportent 1. Et encore, dans des circonstances de la sorte, il y a des possibilités que ton CV ne soit jamais ouvert, mais je veux pas que tu t'effraies parce que le recrutement, ça a toujours été ça. Dans les 20 dernières années, il y a quelques petites choses qui ont changé, mais c'est sensiblement la même chose. Puis si ça t'intéresse, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo de comment les systèmes ont évolué. Lorsqu'on parle de recherche par mots-clés, alors,
ça va toujours partir d'une action humaine. Alors, ce n'est pas le système à proprement parler qui t'a trié au moment où tu as appliqué. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Même chose pour les questions de préqualification parce que ça réside en une configuration humaine d'abord et avant tout. Aujourd'hui, on va juste rester dans le bois parce que le parc est particulièrement bruyant. Alors, je te disais qu'il y a des choses qui évoluent dans le système et c'est effectivement le cas, mais dis-toi que la plupart des systèmes sont assez vieux puis qu'on essaie juste d'y greffer des choses qui peuvent peut-être ressembler de près ou de loin à une intelligence artificielle, mais les vrais systèmes, les vrais ATS qui sont une pure intelligence artificielle, ils n'ont même pas encore été adoptés par les grandes entreprises, les corporations qui sont assez frileuses parce qu'il y a des ramifications légales à confier l'ensemble du recrutement à une intelligence artificielle et ça va être la même chose pour les moyennes entreprises. Les évolutions qu'on voit dans les systèmes plus récemment, ça va être parce que oui, les recruteurs sont très intéressés par les automatismes. Ça va être par exemple si il entre un résumé de l'entrevue qu'il vient d'avoir dans la case à cet effet, bien ça se peut que ça génère un mot de remerciement au candidat qui est passé en ses locaux. Ensuite, lorsqu'un candidat passe en seconde entrevue et que le recruteur l'indique dans le système, parce que Applicant Tracking System, c'est ça que ça fait. Ça fait surtout tracker le processus. Donc, ça ne fait pas de tri, de rejet automatique. Ça track. Alors, lorsqu'il passe le deuxième candidat en seconde entrevue, ça peut générer un message un lien vers l'agenda du recruteur pour prendre le rendez-vous pour la seconde entrevue. Alors là, oui, c'est des automatismes qui vont d'une part, augmenter l'efficacité du recrutement et d'autre part, améliorer l'expérience candidat, qui est une thématique très prisée, qui est quelque chose de très valorisé ou de plus en plus, du moins on l'espère, par la majorité des organisations. Sauf que, en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, là où ça commence à servir dans un applicant tracking system, ça va être surtout au niveau de la production de résumés, la production de rapports. Ensuite, quoi d'autre? Ça peut être pour inspirer des questions de préqualification basées sur l'offre d'emploi. Donc, encore un automatisme. Le recruteur n'aura pas à penser à la question de préqualification la plus pertinente, mais encore une fois, ça va prendre une intervention humaine parce que celui ou elle sait quelles sont les priorités de son client. C'est toujours comme ça qu'un recruteur va débuter son tri. Ça va être qu'est-ce qu'il cherche à combler en priorité. Et ça, on n'a pas une idée exacte. Malheureusement, l'offre d'emploi ne nous révélera pas par quel mot-clé il va commencer à chercher. Il faut nous analyser puis essayer de cibler qu'est-ce qui est le plus important. C'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, je répète qu'il faut prioriser des mots. Et c'est donc à prendre avec un grain de sel lorsqu'on te conseille de réemprunter tout le vocabulaire de l'offre d'emploi parce que jusqu'à une certaine limite, oui, c'est bien, mais ça peut aussi nuire à la clarté. Supposons que tu avais un CV qui comportait 500 mots sur 2 pages, puis que là, tu viens squeezer 750 mots en seulement 2 pages. On a un réel problème. Ton CV devient indigeste, illisible pour l'œil humain, inintéressant. On perd en clarté parce que ton branding personnel est moins bien défini, alors qu'autrefois, supposons que tu utilisais 3 termes pour te définir, puis maintenant, tu en as 28. L'effet de clarté est malheureusement perdu, puis tu as atténué le beau branding que tu avais, sur lequel tu avais travaillé pendant des jours pour réellement cerner ton identité qui est là. Le véritable combat d'un CV, ça va être comment tu disposes des informations, comment tu conserves un certain équilibre pour que ce soit lisible, que ce soit agréable à consulter. Donc, le bon vieux conseil il faut que ton CV il plaise à l'œil humain en dedans de 8 secondes. Celui-là, il est toujours vrai. Et l'autre qui est relatif à emprunter le vocabulaire de l'offre pour avoir un CV ATS compliant, celui-là, il est surfait. On va voir aussi apparaître lorsque les organisations vont effectivement avoir des systèmes plus modernes, parce que ça tarde beaucoup à arriver encore. Dis-toi que tout débute par Google. Je te donne un exemple avec l'analyse sémantique, où est-ce qu'il y a à peine 2-3 ans au maximum que LinkedIn a intégré l'analyse sémantique
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque tu cherches, par exemple, avec relation client, il va te sortir ceux qui l'ont pas écrit exactement pareil, service à la clientèle. La sémantique, ça veut dire de comprendre la signification des phrases qu'il y a dans le CV pour en ressortir des conclusions. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du résumé qui va être généré par l'intelligence artificielle dans le système, ça va lui aider à savoir si effectivement l'expérience est plus pertinente parce que lui a calculé le nombre d'années d'expérience à partir du CV, par exemple, mais il y a encore beaucoup d'erreurs parce que je voyais un reportage sur Radio-Canada récemment que juste pour produire dans le monde de l'architecture un design, un croquis, un plan, l'intelligence artificielle mettait encore des portes au mauvais endroit avec des mauvaises mesures. Puis il y a encore beaucoup de marge d'erreur. C'est pour ça que les questions de préqualification dont je te parlais au début sont beaucoup plus fiables pour un recruteur parce que lorsque le candidat, la candidate insère l'information lui-même, elle-même, eh bien, là, oui, c'est vrai, on peut se fier à ce qui a été entré. Tandis que si on laisse le parsing effectuer tout le travail, donc juger de lui-même si c'est un bon candidat ou non, il manque la portion humaine qui est le discernement du jugement. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de recruteurs qui sont intéressés à voir le CV. Justement, sur LinkedIn, j'en voyais un l'autre jour qui disait, là, il travaillait à la Ville de Montréal, disait « Moi, j'ouvre encore tous les CV reçus. » Et sa collègue dans les commentaires disait « Oui, moi aussi, on est archaïque les deux, j'ouvre encore tous les CV reçus. » Et puis, eux, ils ne reçoivent pas juste 100 candidatures à la Ville de Montréal, là, c'est des centaines et des centaines. Alors, ça, c'est peut-être outre les postes de gestion exécutive, mais les postes normaux, là, intermédiaires ou d'entrée, ceux-là, tu peux être sûr qu'on parle d'un 3, 4, 5, 600. Je ne sais pas exactement le nombre exact. Mais ça peut donc te donner espoir vis-à-vis cet aspect-là que non, ce n'est pas juste le système qui t'a trié. L'intelligence artificielle, c'est qu'on remarque depuis son avènement, c'est qu'on veut garder encore beaucoup de contrôle sur le résultat final, étant donné je te donne un exemple dans mon milieu qui est la rédaction de CV. Pourquoi est-ce que j'ai encore des clients alors que l'IA peut faire des CV, pas aussi parfait que les miens, on s'entend, mais peut faire des CV, eh bien c'est parce que les gens veulent encore avoir un certain contrôle. Même chose pour un producteur audio, même s'il peut confier son mixage à une IA, il va vouloir encore se mettre les deux doigts dedans pour augmenter la qualité du résultat final. Je reprends l'exemple avec l'architecte, c'est pour ça qu'il faut encore se pencher sur les dessins qui sont produits de manière à ne pas faire d'erreur. Et pour le recruteur, étant donné que ce qui détermine, ce qui est garant de la qualité de son recrutement, c'est directement corrélé à la quantité de CV qu'il va voir. Ça ne ferait aucun sens de confier ça à une intelligence artificielle au grand complet. Alors, lui ou elle, plus il ou elle voit de CV, eh bien, plus il y a de chances de trouver un candidat, une candidate qui va convenir peut-être pas à ce poste-là exactement, mais à un autre poste. Donc, plus il a de visibilité sur les intrants, plus les extrants vont être bons. C'est directement donc garant de son succès comme recruteur. Lorsqu'il génère un score de parsing, donc troisième grande thématique du jour, on vient de couvrir les questions de préqualification et les recherches par mots-clés. Le score de parsing, c'est un pourcentage qui est un indice supplémentaire au recruteur de manière à l'orienter sur là où il doit commencer ses recherches. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter à 20 CV, à 30 CV ou à 40 CV. À 40 peut-être des fois, là, mais en général, il va se rendre à encore plus de dizaines parce que il ne peut pas se fier au score de parsing vu que c'est juste le nombre de fois où le mot se répète ou sinon l'appariement avec l'offre. Mais là, étant donné qu'il y a beaucoup de candidats qui ont pris ce réflexe-là de réemprunter le vocabulaire de l'offre, voilà pourquoi ce n'est pas nécessairement fiable et pourquoi une question de préqualification va être va avoir une meilleure valeur prédictive pour son tri. Ce pourcentage-là et parfois on lui accorde plus d'importance, parfois de moins. De plus en plus, il va améliorer sa précision, mais jamais ce pourcentage-là va comprendre les priorités qui sont émises par son client lorsqu'il lui confie un mandat. Ça ne veut pas dire juste à l'externe, je parle du client interne aussi, qui est le gestionnaire d'embauche, où il veut
commencer par voir les candidats qui ont tels éléments dans leur CV et ensuite on passera aux autres. Donc ça, c'est vrai que des CV ne peuvent être jamais ouverts si le score de parsing frôle le 0, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que le score de parsing est à 50% que le CV ne sera pas ouvert. Ça dépend vraiment de jusqu'où le recruteur va aller, à partir de quand il va juger qu'il y a suffisamment de candidats. Si à partir de 70 CV ouverts, so be it. Ça a toujours été comme ça. Donc le score de parsing, c'est pas quelque chose qui est survenu dans les 2-3 dernières années, là, comparativement au narratif de t'étrier par l'ATS. Ça fait vraiment juste 3-4 ans que c'est crié sur tous les toits. Mais même moi, quand je recrutais, ça commence à faire longtemps, là, en 2014, ça existait déjà, le score de parsing, où on avait un pourcentage qui essayait de nous guider dans nos efforts de recrutement. Et ça n'a jamais été un feature qui est très utilisé. Là. Dis-toi que c'est juste, pour reprendre les mots d'une recruteuse, je me souviens plus exactement laquelle, elle parlait d'une gimmick, là, où c'est ce genre de feature-là, c'est... oui, OK, ça peut te donner un petit indice. C'est comme le résumé qui est émis par le système. Oui, OK, ça te donne un aperçu, mais les recruteurs vont encore ouvrir les CV, là, puis ils vont pas regarder juste le CV qui a été parsé en format texte. Ils vont ouvrir le vrai CV parce que c'est juste ça a une meilleure valeur prédictive, honnêtement. Ça révèle certaines compétences transversales qu'on ne voit pas, comme je le mentionnais dans ma vidéo sur la lisibilité des ATS. Alors, il y a beaucoup de recrutement qui se fait encore à la mitaine. J'espère que ça te rassure un petit peu et que le score de parsing, ce n'est pas tout. Donc, même si ça va orienter, encore une fois, l'ordre d'apparition des candidats dans le système, c'est pas parce que tu as un moins bon parsing puis tu es passé du rang 28 au rang 38 ou 48 que ton CV ne sera pas ouvert. Il est vrai que pour certains recrutements, ils n'auront pas le temps d'ouvrir les 350 CV puis qu'effectivement, ils vont s'arrêter juste aux 100 premiers. Mais si tu es moindrement qualifié, il y a de fortes chances que ton CV contienne déjà des mots-clés intéressants et que tu aies déjà un bon score de parsing, à condition que tu sois minimalement qualifié encore une fois. Alors arrête de t'inquiéter avec ça, puis optimise pas ton CV pour ce foutu score de parsing-là. C'est vraiment pas aussi important que tu le penses. Le recruteur, il prend sa décision avec tes attentes salariales, avec la formation que tu as eue, avec l'expérience que tu as, avec si tu as travaillé sur des projets qui se distinguent, sur l'émotion qui est dégagée par le CV, et oui, peut-être un petit peu sur le score de parsing, mais c'est pas ça qui prend 100% de la décision. Ôte-toi ça de la tête. Je sais pourquoi ce conseil-là existe. C'est les SAS, je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais c'est les jobscan.io de ce monde là, qui augmente artificiellement l'importance d'un feature qui, pour un recruteur, c'est vraiment pas important. Pour revenir sur le sujet de l'automatisation du tri de CV, il y a eu un très bon argument qui a été utilisé par Farah Shargi ou Sharga, je ne sais pas exactement comment son nom se prononce. Elle est ex-recruteuse chez Google, chez Lyft et d'autres belles entreprises comme TikTok, où elle mentionnait si vraiment il y avait un tri automatique qui se faisait, qu'est-ce qui explique que tu ne reçois pas de refus automatique dans les secondes, dans les minutes que tu appliques? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça n'existe pas. Le rejet automatique des candidatures, un Applicant Tracking System, elle rappelait, elle, que le T, ça veut dire tracking, c'est du suivi. C'est beaucoup plus simple que tu le penses. Je vais mettre sa vidéo dans la description si ça t'intéresse. Je vais mettre aussi celle d'une autre ex-recruteuse qui est aujourd'hui career coach comme moi, qui s'appelle Lucy quelque chose. Son nom m'échappe. Puis elle aussi, elle va même aller jusqu'à te présenter des dessous de système de recrutement pour te réconforter avec le fait que, regarde, tu capotes pour rien, là, c'est juste du tracking. Ça fait 20-25 ans que c'est la même affaire. Puis tout ce que c'est où est-ce que le candidat y est rendu, puis des mots sur sa candidature qui sont insérés par le recruteur. Puis oui, des petits résumés par-ci par-là qui sont produits de façon automatique. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a malheureusement ou heureusement pas de tri automatique qui est fait même en 2026. Trop de ramifications légales pour me répéter.
Alors voilà, j'espère que ça t'a réconforté aujourd'hui. Si c'est le cas, mets-moi un like, ça m'aide beaucoup. Comme je disais dans ma dernière vidéo, même si je m'auto-valide, ça me fait du bien de recevoir un petit peu de validation extérieure. Ça m'indique que ça t'intéresse, ce genre de contenu-là. Pour plus de vidéos sur non pas juste le CV, sur aussi le LinkedIn, sur la carrière également, sur le travail autonome, je vais peut-être même commencer à parler de nomadisme digital et qui sait, voire peut-être même d'expatriation. Eh bien, je t'invite à me suivre, à t'abonner à la chaîne. Et j'ai produit une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi pour te donner une bonne dose de courage dans cette ère technologique où tout le monde nous dit que les machines nous trient. Eh bien, moi, je vais te donner des petits conseils là-dedans qui, je pense, sont assez uniques, qui vont te permettre de distinguer, qui vont permettre de démarquer ta candidature. Alors, je vais mettre le lien dans la description. Et puis là-dessus, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Bye bye.